Et à la lumière de ce qui vient d'être dit, je voudrais bien faire juste un petit parallèle, et peut-être pour entamer la discussion. On nous parle ici de nouvelles formes de collaboration, de nouveaux types d'organisation, d'énergie produite par les prosumeurs, par les citoyens eux-mêmes. Alors, sans faire de parallèle un peu rapide avec l'actualité, mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de scier une branche sur laquelle on se trouve, des piliers aussi industriels, en fait, sur lesquels on est et on vit, avec lesquels on vit pour l'instant? Je ne voudrais pas être provocateur, mais nous vivons dans une région qui est l'Europe, l'Union européenne, qui est en crise, comme la crise économique, et face à elle se trouvent des géants qui se sont développés, que ce soit les États-Unis ou que on a appelé du gaz de schiste et du pétrole de schiste. La Chine promet pour 2050 80% de renouvelables. Et ce sont les Chinois qui sont devenus d'ailleurs les premiers producteurs de panneaux photovoltaïques. J'ai eu le malheur d'investir dans le photovoltaïque allemand. Je m'en mords les doigts tous les jours, ce qui veut dire qu'on est en train de perdre, alors qu'on n'a déjà pas d'énergie, on n'a pratiquement plus d'énergie fossile, on est en train de perdre une partie importante de ce qui pourrait être cette nouveauté, si même il y a des recherches absolument extraordinaires, on perd cet élément-là. On a entendu Damien Ernst s'exprimer sur le rachat par les Chinois de réseaux éoliens en Europe et en Belgique en particulier. Je pense que de ce point de vue-là, c'est fort bien de penser à tout cela, mais il y a véritablement des grands combats qui sont menés pour maîtriser les anciennes industries, ce qu'ont fait les Chinois dans un premier temps, et aujourd'hui les Chinois, je parle des Chinois plus que des Américains, j'ai insisté là-dessus, et les Chinois aujourd'hui sont en train d'essayer de prendre le contrôle des nouvelles énergies et des nouvelles industries. Avec des formes de gouvernance d'ailleurs d'entreprises qui sont quand même fort proches du Parti communiste aussi, et donc une vision étatique aussi de l'énergie. Les Chinois ont inventé le concept d'économie socialiste de marché. Quand on entend ça, Marx et Lénine et Mao pourraient se retourner dans leur tombe, comme je le dis souvent dans leur bandelette, pour entendre qu'ils sont devenus en fait les capitalistes les plus féroces de la planète. Mais d'un autre côté, c'est le régime autoritaire, comme le dit Pierre de Freigne également, qui a permis à la Chine d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire bientôt la première puissance mondiale. Elle l'est déjà en partie la première puissance mondiale. Donc c'est un niveau un peu particulier comme système. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis qui continuent à investir, mais connaissent des situations de conflit avec une autre région que l'Europe subit, c'est le Golfe. Avec le pétrole de schiste et le gaz de schiste, Damien Ernst l'a rappelé, si demain l'Arabie Saoudite disparaît, ce qu'on peut souhaiter tous, je parle surtout de l'Arabie Saoudite en tant que pouvoir, il est évident que ça va créer encore des conflits supplémentaires et les États-Unis seront bien tranquilles de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est encore les Européens qui ramasseront les coups. D'accord. Voilà. Est-ce que, bon, on sait que les enjeux énergétiques ont toujours été au cœur des dispositifs étatiques et des dispositifs économiques aussi, c'est un peu le nerf à la fois de la guerre et de l'économie. Est-ce que la transition énergétique telle qu'elle se vit là pour l'instant est un facteur de déstabilisation profonde de nos États, de nos régions? Est-ce que c'est un facteur de guerre? Est-ce que c'est un facteur de pauvreté? Le monde n'est plus en crise ou n'est pas en crise. Ça fait depuis 2008 que la crise est en place et cette crise est en train de transformer notre société. En fait, le monde est en mutation. Alors, cette mutation passe par différents éléments et il est évident qu'on a eu tous les équilibres qui se sont installés entre les grandes puissances durant la guerre froide, c'est d'autres équilibres aujourd'hui et au niveau géopolitique en particulier dans le Golfe. Si demain, l'Arabie Saoudite, qui n'a rien préparé pour sa reconversion économique, se retrouve coincée à ne plus fournir du pétrole autant qu'avant et à un prix qui est dérisoire, ça risque d'entraîner un conflit, par exemple, avec un autre qui est revenu sur la scène internationale, qui est l'Iran, et ce conflit peut être très important, avec des réfugiés qui seront évidemment nombreux. Je tiens à insister quand même sur le fait que, alors qu'ils voulaient battre les Américains sur ce coup-là, l'OPEP, et donc quelque part l'Arabie Saoudite, qui était celui qui bloquait les décisions de l'OPEP, ont décidé récemment
de réduire leur production de pétrole pour permettre l'augmentation du prix du pétrole. Ce n'est pas certain qu'ils vont gagner, puisque de toute façon, il y a toujours une crise en Europe et que le premier client de la Chine, c'est l'Europe, avec une croissance très faible, alors que la Chine paye en quelque sorte le contre-coup également, et ce sont devenus les plus gros producteurs, les plus gros consommateurs d'énergie aujourd'hui. À vous entendre, comment est-ce que l'Europe peut être gagnante dans la transition énergétique? L'Europe ne peut être gagnante que si elle s'unit. Je le répète souvent, on assiste à une guerre de titans, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit demain l'Inde. Si l'Europe n'arrive pas à avoir une politique commune au niveau de l'énergie, c'est quelque chose que Guy Verhofstadt a souvent rappelé, et notamment Jean-Luc Mélenchon sur un plateau de télévision, en lui disant il n'y a pas de politique énergétique au niveau européen, ce sera une catastrophe. Je pense qu'un des éléments qui est extrêmement important et dont on parle souvent, on n'a pas besoin nécessairement de nos centrales nucléaires en Belgique. On pourrait s'interconnecter et avoir des échanges en quelque sorte entre les États européens. Mais... Maintenant, il y a d'autres, ça n'existe pas d'abord, ou ça existe mais de façon presque bilatérale, alors qu'on pourrait le faire de façon globale. Avoir une politique plus globale sur le développement de ces nouvelles énergies, c'est formidable. On parle d'initiatives citoyennes, c'est très bien. On parle de financement citoyen, c'est très bien. Mais on commence la conférence en nous expliquant ce que consomme un ordinateur. Et sachant que Damien Ernst est un gros utilisateur de cet ordinateur, et quand je dis gros, je le sais puisque je le partage avec lui, il nous arrive de nous retrouver encore à 3 h du matin sur Facebook. Donc il y a évidemment quelque chose qui pose problème à ce niveau-là. Deuxièmement, je pense que la plupart des personnes qui sont venues ici sont venues en voiture. Je ne pense pas qu'il y ait une Tesla dans la salle. Bien s'il y en a une, que quelqu'un lève le doigt. Donc voilà deux raisons qui montrent que est-ce que nous sommes 95% des citoyens européens disent ils sont pour le renouvelable, ils sont pour les énergies nouvelles, mais d'un autre côté on continue à rouler avec des voitures dont on nous annonce moins de CO2, moins de production de CO2. Il y a le Dieselgate avec Volkswagen, mais on constate que toutes les autres marques également. Donc l'industrie que l'on veut défendre, et on voit comment on s'est battu pour Caterpillar, qui pollue aussi avec des grosses machines, eh bien les voitures c'est la même chose, et bien quelque part, que faisons-nous pour venir en vélo, pour venir à pied, ou pour venir avec une Tesla, même si ça nous coûte cher, c'est peut-être ça notre survie. D'accord, dans quelques jours, semaines, en fait, commencera la COP22 en Maroc. La COP21 a été présentée comme étant un demi-succès, en tout cas quelque chose qui était inespéré quant aux résultats, même si ce n'est jamais certainement assez. Mais est-ce que selon vous, en réalité, les résultats de la COP21 vont pouvoir réellement être mis en œuvre? Est-ce qu'il n'est pas déjà finalement trop tard? J'ai posé la question que vous posez au conférencier la semaine dernière et qui m'a dit je ne crois pas que la COP21 va réussir. La semaine dernière, c'était le patron d'Engie, dans cette salle également, voilà. Et qui d'ailleurs était en thème avec précisément l'énergie, et qui déjà évoqué les questions de la transition et de la manière dont ça bouleversait son entreprise. Tout à fait, et la réponse, celle à laquelle je crois, c'est qu'en fait, on s'est donné des objectifs avec une grande différence par rapport à Kyoto, c'est que les Américains ont ratifié avec les Chinois. L'Inde vient de ratifier, l'Europe se mettrait d'accord, mais qui va appliquer ces décisions, qui va financer tout ce système-là? Ce n'est pas l'Union européenne, je le rappelle, c'est chacun des États. Encore une fois, au fonctionnement, il y a 2 articles dans le traité sur l'Union européenne, sur l'énergie et le renouvelable, et sur le financement, stop, ce n'est pas possible. Alors, j'en termine là-dessus pour vous dire que je ne suis pas certain que ça va marcher. On a énormément de problèmes au niveau de notre énergie fossile. Elle va continuer à être utilisée si les prix restent abordables pour des raisons économiques. Et le problème, c'est qu'on constate qu'on pourrait avoir une augmentation de température plus importante, une augmentation de l'eau, et des régions entières, côtières, sont très habitées, qui deviendraient inondables. Déjà, à Miami Beach, c'est le cas. Je parle des États-Unis, et en finale, ça ferait non pas des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes, ou 1 ou 2 millions de personnes comme on a maintenant comme réfugiés, mais des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qu'il faudra déplacer. Là, ce sera une guerre, ce sera une crise économique sans nom.
Je pense qu'il faut parfois être très dur pour qu'il y ait une réaction de la part de l'opinion publique. Alors, la question des réfugiés climatiques est peut-être un peu centrale parce que quelque part, on pense que c'est assez lointain comme question. À la fois, ça va arriver dans très longtemps et d'autre part, ça concerne d'autres pays, des îles qui sont plates et qui vont se faire recouvrir. C'est pas ça. Manifestement, des régions, même nos régions, sont concernées. Oui, on aurait peut-être la chance de ne pas le voir, mais j'ai constaté déjà rien que sur la côte belge, en y allant régulièrement pratiquement depuis que je suis né, que la mer a déjà avancé sur certaines grandes plages. Et quand on voit les possibilités, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on va vers une augmentation de 3, 4, voire 5 degrés, eh bien, nous réglerons le problème communautaire en Belgique. Voilà. D'accord. Et si on prend un peu plus d'ampleur, de vue également, une catastrophe, dans le monde occidental, par exemple, oui, ça va aussi être une question. New York se protège avec des digues extrêmement importantes. New York a déjà des problèmes d'inondation. C'est le cas à Shanghai également. C'est le cas à New Delhi. On l'envisage également. Bref, toutes les grandes villes le long des côtes, qui sont des ports aussi importants, qui sont la base de toute l'économie mondiale, risqueraient d'envoyer les pots cassés. Donc on n'a pas vraiment le choix, on doit effectivement agir, et en même temps en agissant, on risque en réalité de casser le modèle sur lequel nous sommes là pour l'instant. Double problème, c'est que d'un côté, l'économie telle qu'elle est conçue maintenant, c'est pour ça que je parle de mutation, est en difficulté, et d'un autre côté, si on ne fait rien, c'est le monde et l'être humain lui-même qui est en difficulté. Alors concernant la question des réfugiés climatiques, je vous signale que se créera dans quelques semaines à l'Université de Liège le premier observatoire mondial des migrations environnementales. C'est à l'initiative d'un chercheur de l'université qui n'est pas ici, mais qui est plutôt aussi connu dans les médias, qui s'appelle François Gemène, qui sera donc en congrès à Liège du 3 au 5 novembre. Je vous le signale parce que le 3 novembre au soir, vous aurez l'occasion au Théâtre de Liège de participer à une conférence. Il faudra s'inscrire, il y aura un invité prestigieux, je n'en dis rien pour l'instant, mais surveillez les réseaux Facebook, etc. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent. Il faudra aller vite, je pense, parce que les places ce sera gratuit, mais les places seront vite prises. Donc il faudra vous inscrire sur le site et vous verrez passer tout ça sur les réseaux. Je demanderai peut-être même à Delphine de peut-être renvoyer un mail à tous les inscrits ici. Il faudra, à mon avis, aller assez vite pour s'inscrire pour cet événement. Donc le 3 novembre, ce sera en début de soirée, à la même heure que maintenant, 18h30, enfin le début de la manifestation ici. Du côté du théâtre de Liège. Voilà, je pense qu'on va en terminer là et laisser la suite du programme à Delphine.